bonjour à tous et bienvenue à cette vidéoconférence du Forum Accélère, le Forum pour la transition écologique et énergétique audoise. Alors Juliette, il vaudrait mieux bruit parasite. Si vous pouvez juste indiquer, mettre votre micro en veille quand vous ne parlez pas, ce sera plus simple. Donc, ce forum de Accélère est souhaité par le département de l'Aude en visioconférence cette année, tout simplement parce qu'on ne peut pas se réunir. Et donc, en fait, le 13 et le 14 novembre, comme vous l'avez vu, il y a un programme de différentes visioconférences assez courtes. Et donc, la nôtre est la table ronde sur l'agriculture en transition. Et pour participer à cette table ronde, en tant qu'intervenant, nous avons prévu 4 personnes. Il n'y en a que 3 qui sont là maintenant, mais peut-être que le 4e se joindra à nous. Ah, il y en a plus de 2, donc c'est pas grave. Donc nous avons Mélanie, qui est éleveuse de vaches allaitantes dans les Hautes-Corbières. Et nous avons Serge, qui est vigneron indépendant et également élu à la Chambre d'agriculture. Alors, dans un premier temps, est-ce que chacun, vous pourriez vous présenter rapidement en nous indiquant votre métier, votre territoire, en quoi ça consiste? Alors, je peux commencer, je ne sais pas dans quel ordre vous l'avez imaginé. Donc, je me présente, Serge Séris, je suis vigneron indépendant sur la commune de Roubiat, en appellation Minervois. Je fais aussi une petite partie de ma production en appellation Corbière. Je fais bien sûr aussi des IGP, rouge, rosé et blanc. Et je suis à ce titre élu à la Chambre d'agriculture. Je suis président de la commission viticole de la Chambre d'agriculture. Je suis aussi vice-président de la Fédération des vignerons indépendants de l'Aude et je siège aussi au comité départemental technique de la SAFER. D'accord, merci beaucoup. Et alors, est-ce que vous pouvez nous redire sur quelle commune vous êtes? Sur la commune de Rouillat. Rouillat, très bien. Mélanie? Oui, alors moi, bonjour à tous et à toutes. C'est Mélanie Van de Castel. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que je n'ai pas un micro incrusté. Enfin, bon. Donc, je suis éleveuse de vaches allaitantes sur une ferme dans les Hautes-Corbières à Fourtou. Je suis installée depuis 2013, donc je fais principalement de la viande en bio, que je vends en vente directe. Et je fais aussi de crème de châtaigne et de jus de pomme, mais bon, c'est très accessoire dans la production, c'est assez annexe. Je me suis installée depuis 7 ans, là, depuis 2013, en reprenant une ferme de petite importance. Et sinon, je siège à la CDOA, qui est la Commission départementale d'orientation agricole, au nom du syndicat Confédération Paysanne. Voilà, en 2012. Merci beaucoup. Alors, Juliette, est-ce que vous êtes parmi nous? Est-ce que vous pouvez maintenant vous présenter? Non. Bon, ben, c'est pas grave. Donc, on va continuer juste tous les 3. Alors, en fait, moi, j'avais pensé aborder cette table ronde sur l'agriculture en transition à différentes échelles. C'est-à-dire, en fait, tout d'abord, l'échelle de l'exploitation. Et vous demandez, en fait, comment vous gérez vos pratiques agricoles dans l'esprit de l'agroécologie. Et deuxièmement, je voulais aborder ça sous un angle un petit peu plus large de votre territoire et de l'interaction que vous pouvez avoir avec les consommateurs. Et dans cette transition agroécologique, un troisième point, ça sera la question de l'accompagnement. Qui c'est qui vous accompagne et qui c'est qui est à même de vous fournir un appui en termes d'animation et de conseils, et en particulier, Serge, via la Chambre d'agriculture dont vous êtes élu. Alors tout d'abord, au niveau des pratiques agricoles, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, peut-être en commençant cette fois-ci honneur aux dames à Mélanie, sur qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors, on a entendu que vous étiez éleveuse de vaches allaitantes bio, mais qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui dans vos pratiques qui vous semble, en tout cas… Ah, Juliette est là. On va finir la question et puis on va présenter Juliette. Donc, dans vos pratiques, est-ce que vous pouvez nous détailler quelques illustrations de ce que vous faites et qui s'inscrit dans une logique d'agroécologie? Juliette ou pas? Et j'ai Joanne qui vient d'arriver, donc qui sera avec moi. Voilà, on est à 1 mètre de distance, mais donc je tournerai le. Et vous n'avez pas le masque. Hein, allez, ok, on fait ça. Et ben, du coup, on va faire, on va présenter Juliette et Joanne alors. Vous m'entendez? Excusez-moi pour les couacs techniques. Je pense que ça marchait la dernière fois. Alors, on entend très mal. Je ne peux pas faire mieux. On n'a pas réussi à régler davantage.
Donc, je vais D'accord. essayer. Donc, je m'appelle Juliette Collin. Merci pour cette table ronde. Donc, je travaille en tant que conseillère en agroforesterie à Ardes et Paysages de l'Aude. Donc, c'est une association d'accompagnement à la replantation d'arbres. On entend tellement mal. Moi, je sais pas, hein, mais est-ce que les autres, vous pourriez couper votre micro au moins pour qu'on entende un peu mieux Juliette? Voilà. Oui. Donc, je disais, je suis conseillère en agroforesterie à Ardes et Paysages de l'Aude, Ardes et Paysages 11. C'est une association d'aide d'accompagnement à la replantation d'arbres champêtres et d'agroforesterie qui accompagne collectivités, agriculteurs et particuliers à replanter des arbres dans les campagnes audoises. Mon micro, merci. Et alors, je suis désolée, on ne vous entend pas du tout. C'est moi qui ai un problème de son, mais j'entends rien du tout. Mais nous, on entend un petit peu, excusez-moi, mais c'est vrai que on entend lointain, mais bon, c'est comme ça, on peut pas. Est-ce que Joanne, vous pouvez vous présenter également? Jack. Oui, bonjour, bien sûr. Moi, à la base, je suis maraîcher depuis 2010 et j'ai été confronté à des difficultés pour fertiliser mes sols puisque je me suis aperçu assez rapidement, au bout de 3 ans, que j'avais pas du tout assez de productivité par rapport à l'énergie engagée sur des cultures maraîchères. Donc, pour augmenter mon potentiel de fertilité, j'ai dû m'intéresser à comment fonctionnaient les sols. Et en fait, pendant environ 3 ans, j'ai fait Alors, des recherches. sans rentrer, pardon, excusez-moi, Johan ou Johan ou Joanne, est-ce que ce serait juste possible de présenter en 2 mots la ferme et la localisation géographique? On rentrera dans les pratiques agroécologiques après. Oui, bien sûr. Donc, c'est à Fa, donc dans la Haute-Vallée, c'est à côté d'Esperaza. D'accord. C'est un terrain de 2500 mètres carrés qui est clôturé, voilà, avec quelques serres, un peu d'irrigation. C'est des infos dont vous avez besoin pour l'instant, c'est ça? Voilà, non, mais juste connaître votre exploitation et qui vous travaillez, sur quel territoire, où vous vendez vos légumes de façon très synthétique en fait. Voilà, Hein. c'était de la vente à Esperaza, etc. Depuis, mon activité a évolué puisque je crée une filière coopérative pour le soin des sols et des plantes. Voilà, donc mon activité a évolué. C'est parti sur du maraîchage D'accord. de base, mais j'ai dû apprendre à m'occuper des sols pour moi et en fait, je m'aperçois du besoin qu'il y a en Haute-Vallée et puis en général sur le territoire français. Et donc, ça en devient mon activité, de faire de l'accompagnement à des particuliers et des professionnels pour le soin de leur sol et de leurs plantes. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette première la dimension accompagnement. Et donc, on commence par l'exploitation agricole et j'aurais aimé savoir, donc les agriculteurs. Alors, je pense que Nathalie et Joanne ont une mauvaise connexion. On va commencer par Serge. Serge, en fait, en tant que vigneron indépendant, qu'est-ce qui, dans vos pratiques, se rapproche de votre idée de Oui, l'agroécologie? bien sûr. Déjà, naturellement, depuis très très longtemps, hein, on m'a appris, que ce soit mon père ou mon grand-père, à respecter un peu la terre sur laquelle on allait travailler, on allait finalement en vivre. Donc, j'ai été très sensibilisé à cette orientation-là, et depuis très très longtemps, du plus longtemps que je me souvienne, on laboure nos sols, on ne pratique pas très très peu de désherbage chimique, sauf les années où c'est très compliqué, où on ne peut pas intervenir en travaillant mécaniquement. Ensuite, en termes d'engrais, on ne met que des engrais organiques, mais depuis très très longtemps. On favorise l'enherbement en hiver. Donc tout ça, c'est une pratique qui est en moi depuis très très longtemps, et voilà, qui me paraît tout à fait normale, quoi. Parce qu'en même temps, si vous voulez, c'est une pratique qui nous permet de respecter le client final. Il est pour nous très important de produire
notamment en ce qui me concerne du vin, mais de fournir à mes clients qui sont vraiment plus que des clients, quoi, et ils deviennent aussi des amis, un produit qui est le plus simple possible. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. C'est une philosophie, ni plus ni moins. Ensuite, oui, Et vos clients le pardon, savent? je ne vous entends pas. Oui, comment vos clients perçoivent Alors, c'est ces vrai efforts? Est-ce que qu'ils en jusqu'à sont conscients? maintenant, c'était un discours qu'on attribuait oralement, on le dit, on le redit, quand nos clients viennent chez nous au domaine ou au caveau, on les promène dans les vignes, on leur explique ce que c'est, voilà. Mais on s'est aperçu, et finalement, heureusement, mon fils nous a rejoints sur l'exploitation il y a quelques années, et il a souhaité, lui, pouvoir l'acter véritablement. Et c'est pour ça qu'on s'est fait, le domaine a été labellisé HVE au niveau 3 très rapidement. On n'a pas eu de contrainte à le faire parce que finalement, c'était une régularisation, on va dire, administrative par rapport au travail qu'on fait au quotidien sur notre exploitation. Et là, maintenant, c'est vraiment très, très important parce que si vous voulez, le fait d'être labellisé, c'est quand même sécurisant pour le consommateur final. Alors, effectivement, c'est beaucoup plus vrai en France qu'à l'étranger, mais ce label va nous permettre de communiquer beaucoup plus sérieusement. D'accord, très bien. Et alors, la parole maintenant à Mélanie et Joanne. Vous, quelle est votre vision de l'agroécologie et comment vous la traduisez dans votre pratique, dans vos pratiques agricoles, pardon? Voilà, excusez-moi. Donc, oui, l'agroécologie, c'est le terme maintenant qui se dit beaucoup, mais c'est vrai que nous, on avait plutôt l'habitude d'employer le terme d'une agriculture paysanne. Je vais l'expliquer en quelques mots pour que ça parle plus facilement. Puis après, je prendrai des exemples sur ma ferme, qui n'est pas du tout une ferme modèle, hein, parce que justement, l'agriculture paysanne, c'est aussi une démarche sur laquelle on essaye d'agir sur différents critères. Donc, les critères, ça va être justement un critère sur une qualité de la production de ce qu'on fait. Bon, moi personnellement, je suis en bio, mais l'agriculture paysanne ne demande pas spécialement d'être en bio. Euh, on est attaché beaucoup à l'environnement, donc c'est avec la philosophie de dire que la terre ne nous appartient pas, mais on l'emprunte à nos enfants. Alors, est-ce que c'est moi Alors nous, ou est-ce que Mélanie et Joanne ont disparu? je ne sais pas si les autres nous voient, mais nous, on Serge, nous vous voit voyez encore. Mélanie et On Joanne se ou voit pas? encore. On les voit. D'accord. Donc, le volet On les voit. Ah, environnemental, c'est c'est moi dans alors, pardon. la façon de voir les choses en disant on n'hérite pas de la terre, on l'emprunte à nos enfants pour évidemment avoir une empreinte la plus durable possible sur nos terres et sur nos fermes. Il y a aussi un volet social dans l'agriculture paysanne, c'est-à-dire que c'est avant tout basé sur de l'emploi paysan. Donc ça ne veut pas dire qu'on mécanise pas du tout nos fermes, hein, c'est pas ça. Mais c'est que on essaye d'avoir des fermes qui sont à échelle humaine et qui favorisent l'emploi. Et dans un département comme l'Aude, où on sait qu'il y a une problématique importante de chômage, miser sur une agriculture qui emploie, c'est important. Après, c'est des fermes qui sont transmissibles aussi, c'est-à-dire que c'est un outil de travail où on ne va pas s'endetter sur 4 générations pour pouvoir le reprendre à un moment donné. Et c'est une agriculture qui répond aussi à des attentes sociétales. Donc, moi, quand je me situe par rapport à cette démarche sur ma ferme, je peux m'interroger sur l'état de mes sols. Bon, ça, je laisserai plus Johan en parler parce que c'est vraiment un domaine sur lequel il a beaucoup travaillé. Mais sur la biodiversité, bon, je suis une ferme d'élevage dans les Hautes-Corbières, donc c'est une ferme qui a des pâturages, mais beaucoup de parties boisées, etc. Donc, par ce type de milieu, on peut favoriser la biodiversité? Il y a des choses toutes simples quand on réfléchit, parce que ça peut faire peur en fait quelque part de se dire oulala, on va nous empêcher de faire des choses, etc. Mais par exemple, travailler sur la biodiversité dans les fermes, ça peut être tout simplement en élevage de mettre des bouts de bois
sur les points d'abreuvement, sur là où les bacs à eau, pour que les insectes qui s'y abreuvent ne se noient pas dedans. Donc il y a des choses qui relèvent de petites choses extrêmement faciles à faire. Ça peut être aussi de mettre justement des bacs d'abreuvement plutôt que les bêtes aillent boire au ruisseau pour éviter qu'ils polluent dans le ruisseau en faisant leur bouse dedans, par exemple. Ça va être l'ouverture du milieu, je vais essayer de faire court, l'ouverture du milieu par les animaux plutôt que par du girobroyage, par exemple. Moi, je fais du girobroyage parce que j'en ai besoin, mais je sais que j'ai beaucoup de collègues qui essayent, par l'utilisation de leurs animaux, de réouvrir les territoires de manière beaucoup plus douce. Et puis après, par exemple, ça va être de faire plus du fauchage tardif parce qu'on va favoriser donc les insectes, etc. Bon, je peux encore continuer, mais peut-être qu'il faut respecter les délais et faire plus court. Après, j'aurais tout faire parler Joanne aussi de sa vision de l'agroécologie et de surtout la plus-value de ce qu'il pratique en termes de gestion du sol, fertilité. Oui, merci Mélanie. Donc oui, par rapport à l'agroécologie, en fait, si on décompose le mot, on a agriculture et écologie. Donc agriculture, c'est la vocation à nourrir les populations, et écologie, finalement, c'est la nature elle-même qui se nourrit en développant sa biodiversité. Et on veut faire cohabiter les deux. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse à ce sur quoi repose la biodiversité, elle est avant tout sur une base de microbiologie. Et donc, quand on s'intéresse à comment tout ce qui est micro-organismes doit et peut se développer dans les sols pour accueillir des cultures, on s'aperçoit en fait d'une ligne conductrice à suivre pour tout simplement arriver à ce qu'on appelle l'agriculture en sol vivant. Parce que finalement, plus il y a de vie microbienne, donc plus il y a de nourriture pour les micro-organismes, tout en réussissant à implanter des cultures au milieu de cette biodiversité, eh bien, plus on a une nourriture qui est saine et qui est nutritive aussi. Voilà. Le côté nutritif des récoltes, c'est un aspect qui est encore peu mis en avant, qui est encore peu étudié. Il commence à y avoir des solutions pour analyser ses propres récoltes de plus en plus facilement. Il y a notamment une équipe qui s'appelle Vers de Terre Production qui met en avant à la fois les analyses de sol, les analyses des récoltes et toutes les méthodes de culture en sol vivant qui peuvent exister. Alors, pas seulement dans un petit potager style permaculture, comme on peut voir un petit peu à la mode, mais vraiment des travaux sérieux qui sont faits sur les grandes cultures céréalières, chez les vignerons, chez les maraîchers en bio-intensif, etc. Donc, il y a quand même des études qui sont faites dans le domaine assez sérieuses. Donc, je pense que ça peut être très intéressant d'aller regarder là-dessus. Et est-ce que, Joanne, ça serait possible de mettre dans le chat, pendant que quelqu'un d'autre parlera, quelques références de vos travaux? Comme ça, au moins, les ici pourront aller regarder suite à la vidéo. Oui, bien sûr, je mettrai le lien à suivre, tout à fait. Et donc, moi, en fait, personnellement, en tant que parcours paysan, c'est-à-dire je me suis installé, je viens pas du monde paysan à la base, même si j'ai grandi à la campagne, mais je me suis retrouvé un petit peu à confronter à une réalité, c'est-à-dire que lorsqu'on veut vraiment faire de l'agroécologie, c'est-à-dire travailler avec les micro-organismes, en fait, pour résumer ça comme ça, donc travailler sur sol vivant, on est encore en dehors c'est encore au-delà du schéma conventionnel ou bio, puisque finalement, beaucoup de cultures biologiques sont menées comme des cultures conventionnelles, sauf que il y a une restriction sur les types de produits utilisés qui doivent être plus respectueux de l'environnement. Donc c'est encore un troisième volet, et là-dessus, il y a tout à mettre en place, parce qu'il n'y a pas de filière, par exemple, pour s'approvisionner en matière organique suffisamment de qualité. Il n'y a pas encore de filière, enfin ça se développe, mais c'est encore très limité. Par exemple, là actuellement avec les agriculteurs, on est en train de se réunir pour avoir accès aux déchets verts des déchetteries, et avec des déchets verts qui sont non compostés, qui sont simplement broyés, qu'on peut redistribuer sur les fermes aux alentours localement. Donc ça en train de mettre en place. Il y a aussi tout ce qui est phytothérapie naturelle, des préparations qu'on peut faire nous-mêmes en tant que paysans, qui est à l'étude pour s'organiser en coopérative.
Voilà, il y a tout ça qui est intéressant à voir et je pense que là-dessus, un coup de main de l'État au niveau départemental pourrait être intéressant. Et surtout, le jour où ça sera organisé, ça sera structuré, où ça sera accessible à tous ceux qui veulent s'installer, à tous ceux qui veulent passer en formation sur ce mode de culture, ben, ça sera une grande première nationale et même mondiale en fait. Si on arrive à organiser un département comme celui de l'Eure, qui est considéré un peu comme un département, on va dire, au niveau emploi, au niveau comment dire, salaire moyen, enfin, pouvoir d'achat, je crois qu'on est considéré comme l'un des plus pauvres de France. Et en fait, on a toute une richesse à pouvoir mettre en place aussi à ce niveau-là, économique. Il y a toute une économie à développer là-dessus. Voilà. C'était un petit mot à dire pour expliquer qu'en fait, ce qui concerne le monde paysan et le rapport à l'agroécologie, en fait, ça concerne plus largement tout un territoire. Et voilà. Merci de donner du coup une table ronde à ça. D'accord. Je vais mettre en lien quelques éléments. Merci Joanne. Merci. Je voudrais donner la parole maintenant à Juliette, en fait, qui n'est pas dans une posture de production agricole, mais d'accompagnement d'agriculteurs dans leur démarche d'agroforesterie. Est-ce que, Juliette, ce serait possible de nous donner un peu votre vision sur en quoi l'agroforesterie est une des réponses à la transition agroécologique des exploitations agricoles d'Oise? Parce qu'on ne peut pas parler d'agroforesterie sans incorporer l'arbre. L'arbre est une composante vraiment directe de l'agroécologie, comme on le disait précédemment, le broyat notamment, la biomasse qui va être utilisée pour amender les sols, pour faire des paillages, euh, ça vient de l'arbre aussi. Et en fait, l'arbre va vraiment avoir tout un intérêt pour rééquilibrer en fait nos systèmes agricoles, pour les rapprocher davantage d'un système plus naturel et en fait va apporter aussi un effet microclimat, un effet positif sur la biodiversité, etc. Donc c'est vraiment une composante inévitable hein, des bonnes pratiques agroécologiques, autant au niveau de la parcelle qu'au niveau de l'exploitation et qu'au niveau donc en effet du territoire. Si on a un petit îlot d'arbres, une parcelle qui est agroécologique au sein même bien sûr d'un territoire complètement nu, on va dire, l'effet sera moindre, l'effet positif sera moindre malheureusement. Donc voilà, donc nous on accompagne vraiment sur ces pratiques-là et on va vraiment, l'intérêt c'est qu'on va accompagner tout type d'exploitants agricoles, toutes filières confondues et tout type de pratiques confondues. Et, et on voit notamment qu'il voilà, y a vraiment un retour vers l'arbre, une envie de replanter des arbres pour rééquilibrer un peu ce système agricole vaudois. Et alors du coup, là maintenant, ma question s'adresse, on va dire plus particulièrement à Serge et Juliette. En fait, comment se traduit l'accompagnement Je ne vous ai pas entendu, ça a un été coupé. accompagnement individuel, un accompagnement collectif? Je m'excuse. Est-ce que c'est... Ah mince, j'ai l'impression que j'ai un... Pardon, désolée. Je pense que j'ai eu une panne de réseau. J'ai eu une panne de réseau, donc je reformule. Voilà. Donc, Serge et Juliette, en fait, comment se traduit l'accompagnement que vous proposez aux agriculteurs? Est-ce que c'est un accompagnement individuel, collectif? Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est, je sais pas, organisationnel? Quel type de compétences requièrent les agriculteurs dans leur démarche agroécologique que vous accompagnez? Alors, au niveau de la Chambre d'agriculture, effectivement, nous accompagnons toutes les orientations qui peuvent se faire jour et qui sont demandées aussi par les agriculteurs. Donc, c'est des accompagnements techniques, souvent individuels. Quand les agriculteurs viennent nous rencontrer, c'est leur propre choix, ils viennent à la Chambre d'agriculture et ils viennent demander un appui technique, que ce soit en installation ou en accompagnement pour cette transition écologique. C'est souvent des techniciens spécialisés, chacun dans leur domaine. Alors, on a des techniciens qui sont spécialisés dans ce qui est eau, dans ce qui est environnement, dans ce qui est position au niveau du photovoltaïque aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est quand même aussi quelque chose qui est important. Et là, on a des techniciens qui sont vraiment dédiés à ces sujets très particuliers. Je ne vous entends pas.
mon micro pour pas vous parasiter. Donc, je disais, en fait, est-ce que les accompagnements à la Chambre d'agriculture sont plutôt pensés de façon individuelle? Et en fait, quels sont, selon vous, les leviers d'accompagnement les plus efficaces pour qu'il y ait une véritable prise de conscience et, on va dire, une massification du changement de pratique? Alors, tous les leviers sont importants. Il faut omettre aucun levier. Il y a le côté individuel, comme je vous le disais, et ensuite il y a des réunions de groupes qui sont organisées pour préparer notamment les jeunes qui arrivent dans ce milieu, à les inciter, mais je pense que déjà d'eux-mêmes, ils ont une formation, ils ont une envie pour aller vers cette agriculture éco-responsable, une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Et donc, je veux dire que c'est un accompagnement technique, mais les gens qui viennent déjà, qui font la démarche de venir à la Chambre d'agriculture, sont des gens qui ont envie d'être accompagnés et qui sont vraiment dans un schéma positif pour aller vers cette nouvelle agriculture qu'on est en train de construire aujourd'hui. On ne vous entend pas. Et vous, Juliette, est-ce que l'accompagnement se dirige principalement à vos adhérents ou est-ce que vous accompagnez également, je dirais, des collectivités et surtout, qu'est-ce qui, selon vous, est un levier le plus efficace pour amorcer une transition, on va dire, à plus large échelle que seulement des volontaires? Alors, donc, oui, on accompagne les collectivités, tout comme au niveau individuel. En fait, on fait aussi du collectif. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on va faire un diagnostic. Désolée, j'ai eu des messages disant ce serait bien que Juliette parle plus fort. Alors, je l'ai pris pour moi au début, mais en fait, c'était pour vous. Voilà. Le micro ne marche pas bien, donc je ne peux pas faire mieux. Je vais essayer de crier, désolée. Je disais, on accompagne autant au niveau individuel que collectif. Et en fait, pour le côté individuel, c'est parce qu'on va faire des diagnostics à la personne, donc à l'exploitation. Chaque projet agroécologique est spécifique, mais on va aussi faire de la sensibilisation et voilà, du travail en collectif parce qu'un agriculteur seul a du mal aussi à changer ses pratiques de par la pression sociale, la pression du regard des autres agriculteurs voisins, etc. Et en fait, on se sent mieux aussi d'avancer en groupe pour aussi voir les pratiques et les choses qu'ont essayé les autres et donc être aussi plus sécurisé là-dessus. Après, donc, on accompagne autant techniquement, donc ça va être des formations techniques à la plantation, à l'entretien des arbres notamment, voilà, toutes sortes de formations techniques, mais on va aussi former, offrir des formations plus systémiques. Quand je dis systémique, c'est histoire de prendre la globalité en fait d'un projet. Il ne s'inscrit pas seulement au niveau de la parcelle ou de l'exploitation, comme je le disais, c'est à un niveau plus large. Et donc dans ces formations plus systémiques, on va aussi aborder les questions économiques de la zone où se trouve l'agriculteur, l'aspect social aussi, donc quelles sont les pressions sociales de la famille, des voisins, comme je le disais, et aussi on va travailler sur l'aspect aussi psychologique, donc d'essayer de voir ça comme un levier, comprendre quels sont les freins ou les leviers justement positifs au point de vue psychologique du côté des agriculteurs vaudois. Et pour moi, le levier le plus efficace, le plus positif, ça va être les agriculteurs eux-mêmes. Donc, comme vous le disiez, il y a des agriculteurs qui vont se lancer volontairement dans ce type de pratique. Et en fait, on peut sensibiliser en tant que technicien, en tant qu'organisme de sensibilisation, mais en fait, la sensibilisation la plus efficace, ça va être l'agriculteur lui-même, quand il va parler à ses collègues de ce qu'il a fait, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Et pour moi, c'est ça le biais le plus important, le levier le plus important. Oui, et est-ce que ce constat, Joanne, dans l'accompagnement que vous développez sur la fertilité des sols, c'est quelque chose que vous partagez? Et si oui, comment est-ce que vous mettez en accompagnement différentes personnes collectivement sur un territoire? Parce que j'imagine que les échanges doivent être rapprochés. Donc, comment vous faites émerger ces dynamiques-là? Oui, donc je rejoins l'idée que c'est un accompagnement individualisé qui doit être fait, puisque chaque
chaque entreprise agricole elle a ses contraintes, ses objectifs, sa situation géographique. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. On ne peut pas offrir un schéma général pour tout le monde. Par contre, ce qui est une base commune à tous, pour en tout cas ceux qui font de la culture, c'est le sol. Donc là-dessus, il y a des protocoles qui existent d'analyse de sol pour connaître la dynamique. Il y a quand même des sols qui se ressemblent. Moi, je travaille surtout en Haute-Vallée. Donc il y a des grandes lignes communes pour améliorer sa relation au sol et la qualité du sol. J'aime bien amener l'idée d'abord on doit cultiver son sol avant d'avoir des cultures dessus. Donc il y a des accompagnements individuels, mais il y a aussi en parallèle de ça des travaux de groupe à faire parce que par exemple il y a certaines manières de fertiliser le sol qui demandent de faire des commandes groupées. Donc en fait moi à la base j'ai commencé à faire des travaux de groupe parce que j'avais besoin d'un ingrédient mais qui coûtait trop cher et qui était livré en trop grande quantité, notamment de la roche volcanique, du basalte qui vient d'une carrière de Narbonne. Et donc j'ai commencé à mettre en relation avec d'autres personnes qui pouvaient en avoir besoin, qui avaient suivi des formations, qui connaissaient l'intérêt de cette matière première pour leur sol. Et donc c'est comme ça que des premiers groupes de travaux ont pu commencer. Et ensuite, je réunis du monde aussi autour de l'analyse de sol pour que le paysan ait une sorte d'autonomie pour suivre ses cultures et son sol et que finalement, il ne soit pas simplement en contact avec des personnes qui leur vendent des analyses et qui leur vendent derrière des produits sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir d'autonomie. Voilà, le but de la démarche, c'est vraiment d'avoir une capacité d'autonomie soit individuelle, soit collective localement, et donc d'avoir une résilience aussi, et finalement d'avoir aussi un bénéfice économique derrière, puisque ça fait baisser les charges et ça augmente les récoltes et la qualité des récoltes, la résilience aux maladies, la résilience à la sécheresse. Donc tout ça, c'est des études qui sont publiées sur ces méthodes-là. Donc on s'appuie quand même sur de l'expérience aussi d'agriculteurs depuis de nombreuses années. Donc voilà, il y a tout un réseau en plus en France qui se développe dans lequel on fait partie aussi par des groupes WhatsApp, par des rencontres webinaires qui se font. Donc c'est à plusieurs niveaux en fait. C'est une démarche personnelle. La démarche de permaculture est intéressante dans l'idée de faire son design sur sa propre exploitation, connaître un petit peu sa situation, après travailler avec des agriculteurs autour, et après avoir des rapports avec d'autres départements et le reste de la France. Et en plus, on est en contact avec des scientifiques qui sont agronomes, qui sont en contact eux-mêmes avec des équipes sur des terrains, et à l'international aussi. Donc il y a vraiment une grosse dynamique, un gros échange qui se fait. Et l'idée, en fait, après, c'est de voir quelle est la solution la plus performante, la plus écologique. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir une méthode qui finalement, par exemple, il y a l'idée d'utiliser du BRF, donc du bois broyé. Il ne faut pas se retrouver à raser des forêts pour avoir des cultures, hein, puisque l'idée, c'est d'avoir un système qui pourrait permettre une autonomie alimentaire sur un territoire. Donc, il faut calculer aussi ça. Donc heureusement qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de réhabiliter des sols en 2-3 ans, des sols qui étaient très fatigués, et après que ce sol-là puisse lui-même cultiver sa propre matière organique en même temps qu'il a des cultures. Donc on arrive à ça. Maintenant, il faut s'organiser davantage, former des paysans, c'est un accompagnement aussi paysan, lui amener ces méthodes-là progressivement, parce que ça lui fait évoluer son calendrier de travail, ça lui fait évoluer des façons matérielles. Donc il y a tout ça qui actuellement se met en place, c'est ce que j'appelle la filière d'agroécologie. Et D'accord. voilà, tous ceux qui veulent suivre ça sont les bienvenus. On a besoin de toutes les idées. Merci. Pardon, je ne sais pas que je veux vous couper, c'est que parfois, en fait, j'ai la connexion qui est un peu. Je ne sais pas s'il n'y a que moi, mais je vous entends saccader, alors je ne savais pas si vous aviez terminé. Je remets dans le chat le message avec mon adresse mail pour si quelqu'un veut me contacter. Il me laisse un petit message et quelques questions qu'il a. Et puis après, derrière, on peut avancer avec des associations. J'aime beaucoup le travail que font les autres intervenants. Je suis ravi d'être à Boron pour faire des rencontres aussi à ce niveau-là. C'est aussi des rencontres qui se font sur des foires ou comme aujourd'hui. C'est comme ça que les réseaux se développent. Et on s'aperçoit que tout le monde a un peu fait les mêmes constats.
il y a un peu les mêmes besoins au final et que les solutions, elles existent. Maintenant, on en est plus à la phase de comment vraiment travailler efficacement à plusieurs comme ça. De mon côté, c'est sûr. D'accord. Alors du coup, moi, je me permets de prendre une question de Monsieur Moreno, Éric Moreno, dans le chat. Donc, il posait la question, comment peut-on aider à dupliquer ces exemples et est-ce qu'il existe des programmes de financement? Alors moi, j'aimerais bien peut-être, Juliette et Serge, que vous nous parliez de vos expériences, si vous en avez, d'accompagnement de collectifs GI2E ou accompagnement de groupes de ferme défis qui justement peuvent bénéficier de fonds d'accompagnement pour réfléchir en collectif. Alors, je sais que la Chambre d'agriculture est positionnée sur cet accompagnement-là. Est-ce que c'est le cas aussi d'Arbres et Paysages? Je vous laisse la parole. Pour des aides, donc voilà, des aides financières voilà, la promotion de ce type de projet, il y a plein de financements différents. Après, c'est vraiment au cas par cas. En ce qui concerne l'arbre, parce que moi, je ne peux parler que pour l'arbre, il y a des financements départementaux, des financements régionaux, et après, il peut y avoir voilà, d'autres types de financements. En ce qui concerne voilà, des groupes de GI2E, etc., c'est aussi possible. Nous, on a aussi des groupes thématiques que l'on anime pour aider justement à changer les pratiques, notamment en viticulture, vers des pratiques plus agroécologiques. Voilà, ça prend plusieurs flux différents. On travaille aussi dans des projets de recherche et développement, où voilà, c'est aussi des sources de financement pour aider à l'installation de ces projets-là. Et après, il y a des nouveaux projets qui arrivent encore, des nouvelles sources de financement et d'appui qui émergent aussi. Oui, effectivement, pour compléter ce que vous Serge, venez je de vous dire. remets le micro. Je suis obligée de couper au d'entendre. Pardon. Oui, pour compléter ce qui vient d'être dit, effectivement, une des missions de la Chambre d'agriculture, c'est voilà, de permettre à cette transition écologique, et ça se fait par le biais de différents mécanismes. Donc, il y a les réseaux défis dont vous avez parlé, qui permettent de travailler sur des sujets bien précis, qui est la réduction des intrants, la mise en place de couverts, de rotation de culture, des choses comme ça. Alors, c'est des dossiers, si vous voulez, qui sont établis sur une ou plusieurs années. Et chaque année, on met ou on propose d'autres dossiers qui vont dans le sens de cette agroécologie. Il y a aussi les groupes 30 000 maintenant qui sont en action et qui permettent aussi d'avoir des montées en connaissance par rapport à cette nouvelle agriculture, on va dire. Ensuite, pour compléter un peu, puisqu'on parle de moyens financiers, plus politiquement, on a demandé, nous, un accompagnement et un crédit d'impôt pour les gens qui vont vers de la transition écologique, notamment vers de la HVE. C'est un dossier qu'on mène maintenant depuis plusieurs années et on se réjouit qu'aujourd'hui, par rapport au contexte actuel, je pense que ça a un effet, on puisse avoir acté le fait d'avoir un crédit d'impôt, notamment pour les gens qui vont se convertir en HVE. Maintenant, il nous reste 14 minutes dans la conférence. J'aurais voulu qu'on élargisse un petit peu la question du rôle du consommateur. Et là, j'aimerais que Mélanie, vous puissiez nous partager votre témoignage. Justement, quel lien vous faites, vous, entre votre ferme et le consommateur, et comment ce consommateur est lui aussi, ou peut-être lui aussi, acteur de la transition agroécologique par ses actes d'achat et on va dire ses choix alimentaires. Merci. Juste avant de répondre à votre question, je voulais rajouter dans les partenaires qui agissent sur les territoires pour accompagner des paysans de manière individuelle ou collective, il y a la Maison Paysanne à Limoux qui regroupe 7 à 8 structures. Donc l'ADA pour l'emploi agricole, Nature et Progrès, une association à FOG sur donc la formation à la gestion de ferme, la gestion économique et financière entre autres, mais qui forcément joue sur les choix techniques.
Nature et Progrès, etc. Bon, j'en oublie, Accueil Paysan. Ce serait possible de mettre le lien dans le chat de la Maison Paysanne parce que justement, il y a des questions aussi là qui sont sorties d'un producteur qui est en GI2E houblon et qui est accompagné par la DEAR et du coup, c'est bien si vous pouviez partager le lien de la Maison Paysanne. Ouais, je vais essayer de le trouver en même temps. Sinon, je le cherche moi pendant que vous témoignez sur les constructions. Ok. Donc, en fait, évidemment, pour l'agriculture durable, c'est aussi des fermes qui arrivent à tirer des revenus. Et forcément, se pose la question de la commercialisation et de la valorisation des productions. Donc, c'est vrai que quand on est en agriculture paysanne, on est assez persuadé que la commercialisation et l'alimentation doit rester le plus local possible. Et donc, je voulais parler de plusieurs expériences parce que moi, je suis dans un groupe justement d'agriculteurs éleveurs bio de viande bovine qui essayons donc de commercialiser un jeune bovin tous les 15 jours dans les cantines, donc à la fois des parties qui vont dans les cantines de lycée, entre autres le lycée Charlemagne à Carcassonne, qui est le lycée agricole, et les autres parties dites plus nobles qui vont dans les magasins bio, etc. Et ça permet déjà donc de gagner, entre guillemets, comme on appelle ça, la valeur ajoutée, quoi. C'est-à-dire que dans nos systèmes ici en élevage, on a beaucoup de bêtes qui partent pour se faire engraisser en Espagne ou en Italie. Et quand on arrive à mettre en place des filières courtes, et ben, on gagne aussi en valeur ajoutée. On n'est pas dépendant des fluctuations des marchés parce que ça, c'est le drame de l'agriculture, hein. Entre autres. Donc, une autre initiative là qui s'est mise en place, en fait, c'est au premier confinement de mars, quand les marchés ont été donc interdits. Il y a eu toute une réaction de producteurs qui vendaient entre autres sur les marchés, donc ceux qui font du fromage de brebis, de chèvre, qui étaient en plus au tout début du pic de lactation, mais pas que cela. Il y avait les maraîchers, etc., qui se retrouvaient sans déboucher alors que le gouvernement incitait à aller dans les supermarchés faire ses courses. Donc, nous, on s'est organisé pour mettre en place ce qu'on a appelé, mais c'est peut-être pas le meilleur mot, mais l'épicerie paysanne ambulante et solidaire, avec un système du coup de référents dans chaque village, vu que les trajets étaient extrêmement limités. Donc, principalement la Haute-Vallée, le Petit Plateau, le Madre et les Hautes-Corbières. Donc, on a environ 24 villages qui se sont retrouvés à pouvoir être livrés avec un système au départ basé sur du coup des commandes qu'on transmettait, que chaque référent village transmettait à quelqu'un qui coordonnait. Et une fois par semaine, donc les villages étaient livrés. Les producteurs amenaient au jardin de la Haute-Vallée à Cuisa donc leur production et repartaient chacun pour une tournée dans ces différents villages. Donc, cette initiative qui est née finalement de ce qui se passait au niveau du confinement s'est prolongée et existe toujours, a tenu tout l'été, bon, avec des hauts et des bas, hein. Et on a évolué parce que donc le système qui était mis à la place au départ avec aussi l'association, un groupement d'achat de clients qui s'appelle la Musette, a évolué maintenant vers un site en ligne qui est fait pour ça. Qui s'appelle La Cagette. Donc, on a un groupe spécifique pour l'épicerie paysanne et solidaire sur La Cagette. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, finalement, c'est pas novateur. Il y a plein de drives fermiers qui existent, etc. C'est quoi la plus-value de votre truc? Alors, simplement pour dire deux choses, c'est que d'une part, en fait, on agit sur le lien social dans les villages, et ça, dans les villages qui sont très reculés, où les personnes ne vont pas aller quand on est à 30 km du premier marché, etc. On n'y va pas forcément. Il y a les personnes âgées qui n'y vont pas. Donc ces personnes-là peuvent continuer à recevoir des produits parce que ça vient dans les villages. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que on est moi, quand je fais mes livraisons de viande, je fais un peu le tour du département avec forcément une consommation, une empreinte carbone qui est importante. Là, l'intérêt du système, c'est que je vais livrer ma viande au point de livraison.
et je vais retourner avec la livraison qui concerne ma zone où j'habite. Et donc, en fait, au niveau du kilomètre et de l'empreinte carbone, il y a quand même une cohérence qui est importante et qui est satisfaisante. Donc, à la fois, les aspects sociaux et écologiques sont importants. Quand on va sur un drive fermier, je fais ma petite commande personnelle, je vais sur le lieu en question et je repars chez moi. Voilà. Là, il y a un système qui se veut collectif et qui a cette pertinence à la fois sociale et écologique. Et est-ce que finalement, de votre regard, Mélanie, est-ce que finalement les consommateurs, par cette crise du Covid, ont eu cette envie de se rapprocher, mais pas qu'au-delà pas que pendant la crise, mais au-delà également, c'est-à-dire dans leurs pratiques habituelles, parce que j'avais entendu sur Pézenas dans l'Hérault, par exemple, qu'il y avait eu un regain de consommation sur le marché bio, mais que finalement après les gens avaient repris leur entre guillemets mauvaises habitudes. Est-ce que vous constatez finalement qu'il y a eu une fidélisation et qu'est-ce que recherchez-vous les clients finalement qu'ils ne trouvent pas dans d'autres canaux peut-être plus traditionnels et plus longs? En fait, en effet, nous aussi, on a subi une baisse des commandes, principalement due au fait que les gens reprennent aussi le travail et du coup ne sont pas forcément sur place pour récupérer la commande quand on passe. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit. Après, il y a quand même ce qui ressort quand même, c'est que les gens sont contents de retrouver des produits de qualité qui arrivent dans les villages parce que voilà, c'est des villages qui, comme je disais, qui sont loin des grands centres, donc c'est aussi l'intérêt qu'on disait. Après, oui, il faut voir comment pérenniser ce type d'initiative et on réfléchit justement à un camion qui puisse finalement accueillir aussi d'autres types de produits pour éviter aux personnes de devoir forcément aller au supermarché et d'être une réelle alternative au supermarché. L'intérêt quand même aussi, c'est de rapprocher, on parle souvent, les consommateurs des producteurs, dans le sens où on communique aussi beaucoup avec eux et tout simplement, par exemple, pour expliquer les légumes de saison quand c'est la saison, bah là, il n'y a plus de fromage de brebis, en tout cas des fromages frais de brebis parce que les brebis sont taries, etc. Donc, pour expliquer aussi les cycles naturels dont parfois les consommateurs sont un peu éloignés, même en habitant dans la campagne. Et alors, une question là que je prends aussi de Monsieur Moreno, qui est que pensez-vous de l'idée liée à la permaculture qui fait son chemin de s'implanter d'implanter de plus petites structures en plus grand nombre, par exemple une micro-ferme pour un espace de 100 à 150 de 150 à 250 familles, pardon. Alors, je ne sais pas ce que Johan peut-être veut en parler. C'est certain qu'en fait, plus une activité à l'échelle humaine et plus en fait il y a une maîtrise sur l'impact environnemental parce qu'on est en contact direct avec toute la chaîne de production. Et donc, on sait ce qui rentre, on sait ce qui sort, on sait ce qui se passe, on voit évoluer. Et surtout, on est responsable en fait de son petit carré de terre. Et en effet, si on l'optimise au mieux, on peut avoir notamment il y a monsieur Jean-Martin Fortier qui a montré ça au Canada, qui a eu le record de production et de rentabilité sur petite surface en maraîchage. Il y a des possibilités d'optimiser voilà, les petites surfaces et donc aussi de multiplier le nombre de paysans qui peuvent s'installer, mieux répartir, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'avantages. C'est sûr que plus on centralise, plus un agriculteur a des dizaines, des centaines d'hectares, moins en fait il a de suivi sur ses sols et surtout ça devient de l'industrialisation et avec tous les dégâts qu'il y a derrière. Donc il y a un équilibre à trouver qui est bénéfique à tout le monde finalement et qui est beaucoup plus juste et c'est en effet dans ce sens-là que c'est intéressant d'aller. Après, ça demande en contrepartie d'avoir un niveau de compétence pour gérer des structures efficaces qui demandent voilà, justement un travail de groupe, un accompagnement précis par rapport à ces situations-là et ça c'est en train de se mettre en place. C'est-à-dire la difficulté c'est justement qu'aujourd'hui, voilà, il y a le mot permaculture par exemple qui revient souvent. Il faut éviter de faire un raccourci en fait et penser que les choses sont
plus simples qu'elles ne le sont, et aussi, en même temps, il faut éviter de se les compliquer plus que nécessaire. Enfin, voilà, d'où l'intérêt en fait à ceux qui veulent s'installer, d'aller voir des personnes qui sont installées depuis des années, qui ont fait leur expérience, qui vont pouvoir éviter des erreurs au nouveau, et finalement en fait de prendre le temps pour s'installer. Il y avait une question justement, est-ce que c'est pas un peu long de s'installer, en plus avec les aides financières, etc. Le parcours est long à l'installation. Il vaut mieux qu'il soit long, mais dans le sens bien préparé, plutôt que de chercher à de suite avoir, au bout d'1 an, ça y est, je commence à envoyer mon prévisionnel parce que ça correspond à certaines aides, etc., qui sont un peu imposées pour l'instant, malheureusement, notamment dans la DGA, sont un peu des pièges. Parce que c'est le retour qu'ont beaucoup d'agriculteurs. Moi, j'ai failli le faire aussi, et finalement, beaucoup ont arrêté de le faire sur petite structure parce que ce n'était pas adapté. Donc, en effet, il y a toute une politique à revoir là-dessus, et c'est pour ça que c'est intéressant que le département s'intéresse à ça et puisse faire remonter cette information, parce que... Merci. Comme il nous reste très peu de minutes, ce que je voulais faire, il reste 2 minutes, c'est essayer de vous donner le mot de la fin à chacun. En 30 secondes, qu'est-ce que vous nous recommanderiez à un agriculteur, un groupe d'agriculteurs ou un groupe de consommateurs, voire une collectivité, pour justement, par son action, avoir une influence sur la transition agroécologique des exploitations dans l'Aude. Donc, vous choisissez votre niveau. Est-ce que vous voulez parler des consommateurs, des collectivités, des agriculteurs, des groupes d'agriculteurs? Vous formuleriez pour accélérer cette transition? On vous entend Très plus. court. Serge. Oui, pardon. Je m'excuse, je n'ai pas entendu la fin de votre question. Serge, donc, pardon. Oui, il y a eu un problème de réseau, je pense. Donc, c'est de dire très court, qu'est-ce que vous recommanderiez pour accélérer la transition de l'agriculture audoise? Personnellement, je trouve que la transition de l'agriculture audoise, on est en train de la construire aujourd'hui, au quotidien, et tout le monde, chacun dans son activité, quoi. Il faut qu'on continue, nous en tant que collectivité, vous en tant que collectivité aussi, qu'on garde des liens très forts pour continuer à accompagner cette transition, aider à permettre aux nouveaux agriculteurs de pouvoir s'inscrire vraiment dans cette démarche qui devrait être une démarche durable dans le temps, pour qu'on puisse, n'oublions pas une chose, la souveraineté alimentaire nous oblige à être de plus en plus réalistes sur nos exploitations, sur notre terre audoise, et on a un rôle économique à jouer et aussi un rôle social. Donc c'est vraiment important qu'on lie tout ça et qu'on soit de plus en plus dynamique, chacun dans notre rôle, dans nos responsabilités, pour qu'on offre au grand public quelque chose qui soit vraiment de nature à leur faire plaisir. Pour moi, c'est vraiment de faire du lien. Et alors, Juliette, pour le mot de la fin, je vais dire, parce qu'il reste très peu de secondes. Que ce soit entre agriculteurs, entre clientèle, citoyens, etc. Mais vraiment faire du lien et partager nos connaissances sans retenue. Merci beaucoup. Ce live est maintenant terminé. Je crois que je viens de le voir apparaître. On a épuisé tout le temps. Je vous souhaite participation. Et j'espère que vous pourrez rediffuser ce live dans vos réseaux et que ça pourra ensuite donner matière à d'autres discussions avec le département et surtout des propositions concrètes pour qu'on puisse accélérer la transition et que ça ne reste pas confidentiel ou, on va dire, issu de volontés individuelles éparses. Voilà. Merci à tous et puis Bonne journée, au revoir. À bientôt.